de passer pour la première fois, disons, du privé au public. Alors que vous me filmez chez moi, je passe en public pour la première fois. C'est très gai. Enfin, je ne sais pas si c'est gai. Mais, ma question, c'est que veut dire habiter désormais à partir du moment où la télévision est entrée chez vous? Qu'elle vienne pour vous filmer ou d'ailleurs que vous la regardiez. Je crois que l'habitat est profondément, comme le privé, affecté par l'irruption de la télévision. Au fond, quelque chose en moi, ou quelqu'un en moi, n'a jamais compris ou accepté ce qu'on appelle couramment la dimension publique. Ne s'est jamais habitué au simple fait de publier, de lancer une parole ou des images sans destinataire au fond déterminable, en présumant que ça va les atteindre, pas que ça va au fond les intéresser. Quelle que soit la dénégation, quand on parle publiquement, quand on publie quelque chose, on dit écoutez-moi, écoutez-moi, ça vaut le détour. Il y a là à la fois une violence et une ingénuité, même si cette exhibition est très, très rusée. Il y a là une transgression, une présomption qui tantôt me coupe le souffle, et tantôt me fait éclater de rire, mais en tout cas, je ne m'y habitue pas. Et je n'écris jamais ou je ne parle jamais en public sans trembler un peu devant cette chose scandaleuse, au fond, à laquelle je ne m'habituerai jamais. On a l'impression qu'à chaque livre, vous voulez inventer quelque chose. Il n'y a pas seulement des idées ou un discours ou une pensée à faire passer, mais pour chacune de ces idées ou chacune de ces pensées que vous voulez faire passer, il y a aussi une forme à trouver pour qui lui soit adéquate, une sorte de tonalité que vous réinventez à chaque livre. Le plus difficile, en tout cas, c'est en effet d'accorder chaque acte d'écriture, de parole, à l'événement, à la singularité de l'événement, au destinataire supposé, qui quelquefois existe d'avance devant vous là, ou quelquefois est à inventer, et donc de régler la forme, la langue, le ton, le rythme, sur ce destinataire singulier supposé exister ou devant être produit par cette forme ou ce ton. Et c'est le plus difficile, c'est pour moi à chaque fois le plus angoissant, l'attaque d'un texte qui consiste à justement arrêter le ton. Ça ressemble toujours finalement à un coup de dé qu'on peut préparer par toutes sortes naturellement de ruses, de précautions, de stratégies, mais il y a un moment où le ton s'arrête, se fixe, et avec le ton tout le reste, le contenu, je ne dirais pas qu'il est secondaire, mais enfin le contenu vient avec le ton, en tout cas pour moi. J'appelle ton cette espèce de direction, de destination, n'est-ce pas? Une fois, alors le ton s'arrête par une décision qui au fond n'est pas la vôtre. J'ai toujours le sentiment qu'au moment de ce que j'appelais à l'instant le coup de dé, dans la délibération même, c'est l'autre, c'est-à-dire le destinataire appelé, qui n'existe pas nécessairement, qui n'existe pas en tout cas, qui n'est pas donné empiriquement, qui existe bien quelque part. C'est lui qui arrête le ton. Tous vos livres, ou presque tous, sont nés au départ de conférences. Vous les parlez d'abord devant un séminaire, devant un auditoire, et puis vous les écrivez, ou peut-être vous les avez écrits avant. Comment est-ce qu'ils deviennent des livres, et pourquoi est-ce que certaines conférences ne sont pas devenues des livres? La conférence, ou l'enseignement conférence, a été la situation privilégiée de beaucoup de textes. Et c'est peut-être là que je suis le plus à mon aise, finalement. Je n'aime pas improviser.
mais j'aime écrire en préparant un acte de parole qui s'épuisera avec le temps de la conférence ou de la séance d'enseignement. C'est pourquoi je sais qu'on m'associe souvent à la thématique de l'écriture, etc., mais je suis plutôt homme de parole, enfin d'un certain type de parole, une certaine écriture de parole, disons. Alors, il a lu des philosophes et il a lu des écrivains, un certain type d'écrivains, c'est-à-dire un certain type de texte dont la qualité est, pour employer un mot rapide, poétique, c'est-à-dire qui ont comme signe particulier qu'elles à la fois elles s'avancent avec un certain message, mais pas nécessairement. C'est d'abord justement la qualité littérale, la qualité textuelle, la richesse du signifiant qui attire, qui appelle la lecture de Derrida. Alors, quant au choix de texte, ça c'est justement quelque chose qui peint, voilà, ça fait partie du portrait de Derrida, les textes qu'il a choisi de lire. Peut-être d'ailleurs que c'est une question qu'on pourrait lui poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui préside à ses choix? Au fond, si je voulais risquer une règle, ça ne vaut que ce que vaut cette figure, hein, pour le choix de ces textes, ou des textes qui me choisissent autant que je les choisis, que je rencontre. C'est un texte de rencontre. Hein, comment rendre raison de la rencontre? Mais qu'est-ce que la rencontre, là? Je risquerais la figure de la radiographie. C'est-à-dire que je vais vers des textes que d'une part, j'ai envie de radiographier, pas seulement d'analyser, mais de radiographier, c'est-à-dire de pénétrer à travers des couches du corps propre de l'œuvre, mais aussi des textes, et d'abord des textes qui me radiographient. De m'exposer à la radiographie. Alors on s'expose, dans ce cas-là, on se met, pour éviter parce qu'il y a des risques de contamination, dans ce cas c'est toujours très dangereux la radiographie, même la radiographie des textes, de certains textes. Alors on peut mettre des je ne sais pas comment on appelle ça, enfin des armures. Alors on se protège naturellement. Je crois que dans toutes ces expositions aux textes radiographiés et radiographants, il y a du danger, mais il y a aussi probablement des gestes de protection. Je pourrais, pour expliquer les autres choix, me référer à une sorte de stratégie philosophique, autobiographique, dans laquelle beaucoup d'éléments entrent en jeu. Il s'agit toujours de textes qui concernent d'une part l'événement de leur propre écriture et qui remettent en question, qui déplacent les limites institutionnelles dans lesquelles on les classe. Par exemple la littérature, des textes dits littéraires qui au fond repensent la littérature ou déplacent la frontière entre philosophie et littérature. C'est pas Mallarmé par exemple. Des textes inclassables et qui se rapportent aussi thématiquement que possible et violemment que possible à toutes ces limites dans lesquelles on essaie de les enfermer, d'enfermer la philosophie, d'enfermer la littérature. Et c'est pourquoi il ne m'intéresse ni comme littéraire ni comme philosophique. Et ce que je fais quand je me porte vers eux n'est pas non plus simplement philosophique ou littéraire, c'est souvent au sujet de ces limites de la philosophie, de la littérature ou d'autres choses, parce qu'il s'agit aussi d'architecture, de droit ou de peinture. Je dirais que je suis sûre qu'en lui fait écho une phrase qu'il n'a pas écrite, mais que je prends à Kafka et qui lui conviendrait. C'est la phrase que dit le chasseur Gracchus dans un merveilleux texte de Kafka, une sorte de fable, qui porte sur la nature étrange de celui qui écrit, qui est à la fois mort et jamais mort, qui n'arrive pas à mourir et qui est juste à la sortie de la vie. Ce chasseur Gracchus qui est en errance, dans le monde, il dit à un certain moment, personne ne lira jamais ce que j'écris. Je crois que
quand on écrit, naturellement, on appelle la lecture. On veut être, on espère être lu. Mais on a aussi peur d'être lu. Je crois qu'il y a quelque chose qui se défend contre, sinon la lecture en général. Il n'y a pas la lecture en général, hein, il y a des lectures qualifiées. Hein, et il y a certainement des lectures contre lesquelles on se défend. Et au sujet desquelles on peut dire non, j'espère ne pas être lu. Se le dire ou le vivre d'une certaine manière. Alors je crois que, bien que d'un côté, je sois sans cesse en train d'analyser ce qui se passe dans le champ où nous vivons, la réception, les marchés, les évaluations, les stratégies. Je crois que je suis, comme beaucoup d'entre nous, très entraîné maintenant à ces analyses-là. Alors bien que je sois très attentif à ça, que je me plaigne, non pas de ne pas être lu, mais que, disons, les choses qui m'intéressent ne soient pas assez lues. Là, il y aurait un énorme procès à faire hein, sur un certain type de travaux qui ne passent pas pour des raisons qu'on peut analyser en raison de mécanismes qui sont de type que j'appellerais la nouvelle censure. Alors, bien que j'ai tendance donc à me plaindre de ce que ces travaux-là, dont les miens, ne soient pas lus, et que le travail, le mouvement, la dépense qu'il faudrait faire pour le lire ne soit pas fait, en même temps, bien sûr, j'ai dû installer des chicanes, en quelque sorte, pour que n'importe quelle lecture ne soit pas possible. Hein. Parce que, bon, si on ne voulait qu'être lu immédiatement le plus largement possible, il y a des choses à faire. Je pourrais l'appeler le funambule, non pas le funambule sur lequel il a travaillé en accompagnant Genet, mais le funambule, c'est un marcheur à la fois sur le feu, sur feu, et sur la pointe de la flamme. C'est pourquoi d'ailleurs, parce que il a cette capacité absolument rare. C'est pourquoi il est difficile, je crois, enfin, il est perçu comme difficile à suivre. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir une aptitude acrobatique pour suivre sa démarche. C'est un peu indécent, cette situation, pas où on est obligé de répondre, de confirmer ou une suggestion, une évaluation à son propre sujet. C'est une situation impossible. Hein. Bon. Alors, je laisse de côté le feu, du moins sous la forme où elle en a parlé, mais, disons, j'en profiterai pour dire quelque chose de plus théorique, disons, le plus froidement théorique, de moins enflammé. À savoir que, puisque nous parlions tout à l'heure de déconstruction, le concept de trace est évidemment indispensable, avec quelques autres, à cette élaboration de la déconstruction. L'écriture comme trace, c'est-à-dire ni présent ni absent, renvoi à l'autre, etc., etc. Eh bien, de plus en plus, ce qui a remplacé ou pris le relais du mot de trace, qu'on associe le plus souvent à un pas, à un sillage, à un vestige, à ce qui reste d'un passage, c'est le mot de cendre qui s'est imposé, je dirais, non seulement pour les raisons que pouvait évoquer Hélène Cixous, et que je ne veux pas commenter ici, mais dedans de la pensée philosophique, la cendre comme ce qui ne reste pas, l'absence de trace, c'est-à-dire la destruction radicale sans espoir de récollection, de ressurgissement, de rassemblement. Et ça s'est imposé comme une certaine thématique du feu à travers la plupart de mes textes depuis 15 ans, jusqu'à Feu la cendre. Et non seulement, naturellement, on ne peut pas penser à la cendre aujourd'hui sans penser le crématoire,
et tout ce qu'on doit associer aujourd'hui à cette incinération-là, mais je parle d'une incinération constante, c'est-à-dire qui s'attaque à tous les événements, à toutes les dates. Dans le petit essai sur Celan, justement, je parle de la date mise en cendre, qui veut dire que le risque d'une non seulement d'une disparition, mais d'un effacement de la mémoire même, l'effacement de la trace même, un oubli si radical qu'il n'a même plus la forme du refoulement, de l'occultation. Le refoulement, au sens psychanalytique du terme, c'est une manière de garder ce qui est oublié, n'est-ce pas, de garder ce qui est simplement déplacé en un autre lieu de la mémoire. Mais la radicalisation d'une pensée de la trace, elle trouve sa figure dans la cendre, c'est-à-dire dans ce qui, une fois consumé, est radicalement perdu pour la mémoire. Vous diriez que tous vos livres, tout votre travail, c'est de retrouver la mémoire perdue des textes, la mémoire perdue de la culture occidentale? Un immense travail de remémoration? Ça peut sembler engagé dans un tel travail, mais c'est surtout l'expérience de la perte absolue de la mémoire. C'est-à-dire, cette expérience-là n'a jamais la sécurité ou l'espérance archiviste de pouvoir reconstituer. Ce qui me touche et me blesse et me tient en mouvement, c'est au contraire l'expérience d'une perte de mémoire absolument irréversible. Il faudrait dire que le littéraire que je suis ou que j'étais à l'époque était d'abord ébloui à la lecture de Derrida par une attention, une patience dans le détail, dans la lecture du grain le plus fin des textes, qu'en quelque sorte on reconnaissait. C'est-à-dire notre travail de critique littéraire impliquait déjà ce genre d'attention, mais on était, ou personnellement j'étais ébloui parce que Derrida faisait ça tellement mieux que nous. Et ce qu'on devrait en tant que littéraire savoir faire, à savoir lire des textes de façon très très détaillée, il se trouvait que Derrida faisait cela beaucoup mieux que la plupart d'entre nous. Donc d'abord, éblouissement, je dirais. Les lectures qu'il proposait, pour ma part, c'est surtout la lecture de Rousseau dans la grammatologie qui m'a frappé d'abord. Je travaillais sur la littérature française du XVIIIe. On reconnaissait donc quelque chose d'un travail des littéraires, mais en même temps, autre chose aussi. L'éblouissement n'était pas uniquement une reconnaissance de ce qu'on savait déjà, loin de là, mais un étonnement aussi par rapport à la rigueur et les conclusions tout à fait surprenantes que Derrida savait produire à partir de sa lecture et qu'on n'avait pas du tout soupçonné à lire Rousseau avant. Le travail de Derrida a effectivement eu un retentissement énorme, au point où je pense que ses livres sont vendus à beaucoup plus d'exemplaires en traduction américaine ou anglaise qu'en français. Et il faudrait bien sûr toute une analyse et une étude socio-institutionnelle pour parler de ça, mais il faut dire que dans toutes les universités aux États-Unis, il y a une attention dans les départements de littérature pour le travail de Derrida, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Il y a eu des polémiques, beaucoup de discussions depuis 10 ans, disons. Ça passe par la question de l'université, la multiplicité des universités américaines, donc la mobilité du champ universitaire, où rien ne se bloque. Quand quelque chose est bloqué là, ça se débloque ailleurs. Il y a cette sorte de libéralisme, de libre marché universitaire, fait que un universitaire travaille toujours pour ne pas être en retard, et là, professionnellement, à ne pas laisser passer ce qui se passe. Et par conséquent, très vite, les choses qui arrivent ne sont pas manquées ni censurées pour des raisons qui ne sont pas forcément de générosité ou d'honnêteté, mais des raisons d'organisation de la profession, quelque sorte. Alors il y a cette structure de l'université américaine qui n'est pas centralisée, il n'y a pas Paris là-bas. Il y a les rapports aussi entre l'université et la culture, qui sont très différents.
aux États-Unis, la culture se concentre en gros dans les universités. On peut le dire en simplifiant un petit peu, mais pas trop. C'est-à-dire que les universités sont plus ouvertes à la création aussi bien théâtrale, littéraire, picturale, mais en même temps, en dehors de l'université, il y a très peu de vie intellectuelle. Alors qu'en France, évidemment, il y a eu, et notamment, je dirais depuis la fin des années 60, une sorte de fermeture crispée de l'université. Et les choses qui bougent le plus souvent, je ne voudrais pas trop simplifier, en marge ou en dehors de l'université. Et avec le rôle énorme que joue Paris, la centralisation des institutions à Paris, éditoriales, médiatiques, etc., qui fait que quand des intérêts comment dire, sont en jeu pour libérer ou pour bloquer quelque chose, le blocage est très efficace et immédiat. Et il peut durer. J'ai dit que ces livres sont vendus à plus d'exemplaires en anglais qu'en français, je crois. Pose beaucoup de questions. Derrida a parlé, thématisait le problème de la traduction, que là aussi il voit comme un problème tout à fait important en philosophie. Il dit quelque part qu'avec le problème de la traduction, on a affaire à rien de moins que le passage à la philosophie en tant que tel. Ceci dit, l'idiome de Derrida n'est pas du tout philosophique au sens classique. Il ne prétend pas du tout exprimer un contenu de pensée universel qui serait en principe traduisible en n'importe quelle langue. D'une certaine manière, si je voulais, de façon un peu arrogante, décrire la règle que je me fixe ou qui s'impose à moi quand j'écris, c'est rendre la traduction impossible. J'ai l'impression d'écrire au moment où j'inscris, non pas ce qui n'est pas universalisable, comme le disait Jeff Bennington tout à l'heure, mais quand j'écris quelque chose qui pourrait être peut-être universalisable, n'en est pas moins lié à la singularité de l'idiome, de telle sorte que la traduction, on s'en trouve défiée. Non pas simplement impossible, mais impossible et appelé à la fois. On désire la traduction. Écrire l'intraduisible, c'est pas simplement protester contre la traduction, c'est manifester le désir le plus intense de la scène de traduction. C'est ça, la scène babélienne, n'est-ce pas? C'est ne me traduis pas, traduis-moi. Ne traduis mon nom, ne traduis pas mon nom. Alors, un des paradoxes, c'est que ces textes qui sont, en effet, je crois, même si ça peut paraître indécent de le dire, je crois en effet très difficile à traduire, impossible même en certains lieux, à certains points décisifs, impossible à traduire, ces textes-là se traduisent. Et il se passe finalement, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, plus de choses avec ces traductions qu'avec le texte original dans son lieu d'origine. Le projet de faire un catalogue avec Jacques Derrida a été pensé à une certaine époque où je venais de le rencontrer, mais je venais de le rencontrer, je dirais, pas par hasard. Et c'était ce catalogue qui était le catalogue d'une exposition, d'un ensemble de dessins au Centre Pompidou, a été beaucoup plus qu'un catalogue finalement. C'était une histoire assez drôle d'ailleurs, parce qu'en général, les préfaces de catalogues, c'est quelques feuillets pour présenter l'artiste et dire tout le bien qu'on en pense. Et je ne sais pas si Jacques était au courant des longueurs en général de ce genre de texte, mais en fait, il a commencé à écrire et peu de temps d'ailleurs, plus tard, il est venu avec 60 feuillets d'un texte que je trouve absolument somptueux qui s'appelle Cartouche.
Mais c'était effectivement plus qu'une préface, comme d'ailleurs ce travail, pour moi, était aussi quelque chose d'autre qu'un travail habituel. Il se trouve que nous étions rencontrés, que Glas venait de paraître, et il y a eu soudain une sorte d'accointance entre, disons, nos deux petits travails de deuil, d'une certaine manière, et la citation du texte de Genet, dans Pompe funèbre, je crois, où il est question de ce petit cercueil, en fait, une boîte d'allumettes que Genet tient dans sa poche et qu'il ouvre et ferme en comptant les allumettes qui étaient les os, en fait. Et moi, travaillant sur ce petit coffret que j'avais aussi dans ma poche et que je sortais par moment, par instant, et sur lequel je travaillais avec ce travail de harcèlement, il se trouve que Jacques Derrida en a suivi la progression. Comme Titus Carmel l'a rappelé, il était question aussi pour moi de poursuivre un travail sur le travail du deuil, qui, dont le thème traverse un peu tous les textes que j'ai écrits depuis longtemps. Je considère que ce qu'on appelle le travail du deuil, au sens technique et psychanalytique du terme, n'est pas un travail parmi d'autres. Tout travail, j'ai essayé de le montrer, tout travail est un travail du deuil, et le travail du deuil est lui-même à la fois nécessaire et impossible. Le deuil de l'autre, le travail normal du deuil, qui consiste à intérioriser l'autre, à le prendre au-dedans de soi, à le manger et à l'idéaliser en soi, est à la fois la chose la plus courante et qui se produit partout. Il y a intériorisation, idéalisation, même indépendamment de l'expérience de la mort de tel ou tel autre. Mais en même temps, c'est impossible. Parce que cela trahit sa propre essence, en ce sens que quand j'arrive à intérioriser, idéaliser, manger l'autre dans le travail du deuil, naturellement, je nie son altérité pour la garder, de certaine manière. Ce sont tous ces paradoxes qui m'ont retenu et dans lesquels je me débattais au moment où j'ai rencontré Titus Carmel. Je venais d'écrire Glas, comme il l'a rappelé. Et il y a eu cette coïncidence dont il a très bien parlé, de la boîte d'allumettes dans la poche de Genet et de la boîte du Tlingit Coffin, de cette petite boîte qu'il a en effet lui-même confectionnée de ses mains, Titus Carmel, avant de commencer, peut-être ne sachant même pas qu'il allait commencer ce très long travail potentiellement interminable, mais qui s'est arrêté un jour, de harcèlement par le trait et la peinture de ce paradigme-là. Du cercueil. C'est un petit cercueil, c'est quelque chose qui a les dimensions d'une grosse boîte d'allumettes, avec au-dessus ce qu'il appelle de l'altuglas, c'est une matière transparente, et au-dedans avec une sorte d'arceaux et des plumes qui ressemblent à un corps, un cadavre, en décomposition. Tlingit, c'est une tribu indienne. Bon, il y a toute une dimension indienne de cette expérience-là. Coffin, il a gardé le mot anglais. Il y a aussi les initiales de Titus Carmel. Et le rapport à la fois amoureux, obsédé à ce cercueil qu'on a dans la poche, qu'on met dans la poche, qu'on porte tout près de son corps, voire de son sexe, et qui résiste, parce que Titus Carmel a fait l'épreuve d'une résistance interminable de ce cercueil, qu'il a ensuite, pendant des mois, dessiné, peint dans toutes les dimensions, sous tous les angles, qu'il a travaillé au corps, au corps. Hein. Ce qui est intéressant dans cette série, puisque c'est une série des 127 petits cercueils de Titus Carmel, c'est que apparemment la série suit comme sa conséquence
le paradigme, c'est-à-dire le petit cercueil de bois qu'il avait dans sa poche, qui est comme le modèle, qu'on pourrait décrire comme un modèle de la série, mais en fait, on s'aperçoit que ce paradigme lui-même est réinscrit dans la série. C'est-à-dire qu'il n'a plus le rôle, il est destitué, il est détrôné de son rôle de modèle et de paradigme. Alors il y a là toute une scène de filiation, de généalogie, concernant aussi la sérialité, qui m'a intéressé. Ça passe par des questions très graves de nom propre, de paternité, de filiation, de descendance. Voilà, j'ai essayé de traiter tout cela en me tenant sur le bord, comme les disent quand même, qu'en effet, je n'ai jamais écrit sur la peinture. Je ne sais pas sur quoi j'ai écrit qui ne soit pas resté sur le bord. Je ne sais pas si on peut dire que Jacques Derrida est un grand connaisseur de la peinture, comme on peut dire que, je sais pas, c'est pas un grand expert de la peinture, je ne crois pas, mais la façon dont il l'aborde, la façon dont il en parle, et justement la façon, je ne dirais pas de se dédoubler, mais la façon de projeter une part de lui en avant, pour laisser cette part, finalement, en parler à sa place. Et encore une fois, cette idée de lieu et cette idée de place et de bord, de se donner pas une sécurité, mais d'avoir une part de lui qui va droit devant en reconnaissance, pour reconnaître, c'est-à-dire pour la reconnaître, cette peinture. Je trouve que le lieu à partir duquel il en parle très très bien, sans pour autant être un expert. Je ne me souviens pas avoir eu des conversations sur, je ne sais pas, quel primitif flamand ou quel représentant du Seicento, ou je ne sais pas quoi, que je ne connais pas moi-même d'ailleurs non plus. Mais encore une fois, c'est le lieu à partir duquel il se tient pour en parler qui est à la fois confortable sur le bord, mais peu tenable aussi, parce qu'il évidemment, à un moment, on peut lui demander des comptes. Alors, la position de Jacques Derrida par rapport au champ psychanalytique est complexe. C'est un lecteur étonnant de Freud ou de Lacan ou d'autres textes analytiques importants. Je dirais qu'il est, quand il lit Freud, plus freudien que Freud ou même plus freudien que Lacan. C'est insupportable pour la plupart des psychanalystes, naturellement. Mais justement, c'est ce qui est aussi intéressant, car il intègre très bien toute la démarche, la pensée de Freud, au point où cette démarche transforme son écriture, et je crois que c'est une écriture, celle de Derrida, même dans le champ philosophique, qui est très marquée, disons, non seulement par la logique, qui est marquée par une sorte de logique inconsciente qui vient s'imbriquer avec une logique plus traditionnelle. Alors, là aussi, le rapport à Freud est très important, mais il y a aussi un certain nombre de questions à Freud qui font de la déconstruction telle que j'ai essayé de la pratiquer, quelque chose qui n'est pas simplement freudien non plus. Vous êtes le psychanalyste des philosophes, leur faisant avouer ce qu'ils ne veulent pas avouer, vous allez chercher ce qu'ils ont voulu refouler, dissimuler, et on vous a reproché, une fois que vous aviez fait parler les textes, soit il n'en restait plus rien, soit il en restait tout autre chose que ce que les textes avaient l'intention de dire. Oui, c'est une apparence. Moi, je ne servirai pas du vocabulaire psychanalytique pour décrire cette lecture. Je ne dirais pas qu'elle fait dire ce qu'elle ne fait rien dire elle-même. Elle ne fait pas dire autre chose que ce que l'auteur ou le texte veut dire, d'une certaine manière. Elle respecte. Moi, j'entends la déconstruction comme un mouvement de grand respect. Alors, évidemment, ce respect s'exerce selon peut-être d'autres normes que telle ou telle norme institutionnelle ou reçue, mais non seulement j'espère qu'il reste quelque chose du texte, mais au contraire, il me semble que cette lecture, ce type de lecture, une fois pratiquée, l'événement du texte devrait en sortir, je ne dirais pas, surtout pas augmenter, ni réduit, ni disqualifié, mais je dirais plus vierge que jamais, si on peut dire,
si on peut risquer cette figure. Et c'est en tout cas mon expérience à l'égard des textes sur lesquels j'ai travaillé. C'est qu'un certain travail fait, le texte me paraît, à moi en tout cas, plus intact, résistant, vierge qu'auparavant. Et pas du tout comme si par une torture questionnante je lui avais fait dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire, même si au passage, je vois très bien que vous faites allusion en disant ça, même si au passage on peut penser cela, mais moi j'ai à l'égard des textes, des auteurs, des signatures qui m'attirent, qui me demandent la lecture, une sorte de respect amoureux qui fait que je ne me sens jamais quitte, mais enfin je me sens quitte quand je ne me sens pas quitte, c'est-à-dire quand j'ai l'impression que le texte a une réserve encore absolument intacte après le passage de la lecture déconstructrice. Pourquoi, au fond, certains psychanalystes, et parmi les plus éminents, veulent-ils que vous ayez été ou que vous soyez en analyse? Vous vous posez vous-même cette question dans la carte postale et vous vous étonnez que ce désir se manifeste sous la forme de cette rumeur insistante que vous auriez fait ou que vous seriez en analyse, et vous utilisez même cette expression en un mot, en analyse, opérant une condensation de deux mots. Et puis vous vous demandez pourquoi les psychanalystes n'imaginent pas que vous faites votre analyse, vous vous analysez autrement. Alors je voudrais vous demander, justement, j'en profite, pour vous demander, avec toutes les oreilles analytiques qui nous écoutent en ce moment, pour vous demander si vous pouvez nous dire comment vous faites cette analyse, si vous en faites une, comment vous vous analysez en écrivant, comment vous vous analysez en lisant, et comment vous vous analysez, au fond, avec Socrate, avec Heidegger, avec qui vous pouvez avoir un transfert positif et parfois un transfert très négatif, comment vous privilégiez des lecteurs ou des lectures transférentiellement, comment aussi vous vous analysez avec Freud et à l'occasion avec moi. Quand ces psychanalystes dont Lacan pensait ou voulait, me voulaient en analyse, naturellement, ils avaient tort, c'était abusif si on se réfère à la situation analytique, c'est-à-dire l'analyse institutionnelle, le fait d'aller chez un analyste, parler dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, payer. De ce point de vue-là, c'est vrai, je ne suis pas, je n'ai jamais été, probablement, je ne serai jamais en analyse. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en analyse. Ça ne veut pas dire non plus que je ne paye pas, peut-être que je paye plus cher, etc., mais je paye autrement. Je suis en analyse, alors de ce point de vue-là, non institutionnel, comme beaucoup. Et surtout, comme beaucoup de ceux qui travaillent, qui écrivent. Je ne crois pas. C'est pour ça que j'accepte qu'on dise que je suis en analyse avec certaines précautions. Parce que je ne crois pas à l'auto-analyse. Je ne crois pas à l'auto-analyse. Bon, ce mot peut être utilisé de façon pertinente dans un contexte donné, mais radicalement, il n'y a pas d'auto-analyse. L'analyse se fait toujours avec quelqu'un d'autre. Simplement, cet autre, aujourd'hui, nous savons qu'en effet, ça peut être beaucoup de monde, vivant ou non, et quand Major a évoqué Platon, Nietzsche ou Major, il y avait des morts et des vivants là-dedans, et je crois que ce que nous apprenons, c'est que le rapport à un mort, un fantôme, un texte ne se résumant jamais à des mots sur la page, peut être intensément analytique. Bien, je pense que c'est utile de dire que ma rencontre avec la pensée de Jacques Derrida s'est vérifiée à partir d'une formation heideggerienne-nietzschéenne, pour ainsi dire, qui est la mienne.
j'étudiais Nietzsche, j'étudiais Heidegger. J'ai commencé même avec une étude sur Aristote, etc. Donc, c'est de ce point de vue que, disons, je peux évaluer, je peux décrire l'importance que la pensée de Jacques Derrida a eue pour ma formation, mais pas seulement pour la mienne. C'est-à-dire que, disons, l'intérêt italien pour la pensée de Derrida, c'est presque totalement identifié avec une zone de la pensée qui se réclame plus ou moins des auteurs que je nommais auparavant. Donc c'est comme une, disons, comme une radicalisation et un développement même d'une pensée fondamentalement heideggerienne que je envisage le travail de Jacques Derrida. Je sais que peut-être il ne sera pas d'accord. C'est-à-dire que, surtout récemment, il m'a semblé qu'il préférait se distinguer davantage du courant heideggerien. Alors, ça pourra être une limite de ma description, mais il faut dire que, et pas seulement en Italie peut-être, dans les pays où la pensée de Derrida a été acceptée, reçue, popularisée, même pas au seul niveau philosophique, la liaison est toujours avec cette tradition nietzschéo-heideggerienne qui est déjà elle-même, Derrida l'observera, un problème. Mais tout de même, ce sont des auteurs qu'on reçoit et on lit plus ou moins liés entre eux, comme étant l'un le commentaire, la radicalisation ou même, sur certains points, la contestation de l'autre. Je crois que Vattimo a raison quand il prévoit que je ne serai pas d'accord sur cette assignation à résidence nietzschéo-heideggerienne. Pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que, bien qu'en effet, je cite souvent Heidegger, je me réfère souvent à lui comme à Nietzsche, ce que je fais est peu réappropriable, je pense, dans ce qui serait une tradition heideggerienne. Si on en avait le temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi il s'agit plutôt régulièrement d'une contestation de certains gestes profonds de Heidegger, de certaines conclusions de Heidegger. D'autre part, je crois que Vattimo, en disant ce qu'il a dit, privilégie une lecture que je crois, pour le coup, universitaire de mes textes, de certains de mes textes. C'est-à-dire qu'il a isolé certains textes d'allure plus explicitement philosophique, où l'explication avec Heidegger est en effet, ou avec Nietzsche, est en effet plus perceptible, mais il y en a d'autres, et beaucoup d'autres textes autrement écrits, qui, je ne dirais pas n'ont rien à voir avec Heidegger, comme si c'était possible, mais en tout cas ne s'inscrivent pas dans la filiation d'une légitimité heideggerienne. Je crois que, et là il suffirait de le demander à ceux qui se considèrent comme les interprètes légitimes de Heidegger, je crois que je passe plutôt pour quelqu'un qui n'appartient pas, qui n'est pas de la famille, disons. Donc là je crois qu'il a privilégié, comme on le fait dans l'université, certains de mes textes ou certains de mes gestes dans certains de ces textes-là. Quant à la critique de l'institution philosophique chez Derrida, il me paraît que beaucoup de choses qu'il dit sont à partager, c'est-à-dire que l'institution philosophique dans nos pays occidentaux est très solidaire de la tradition de la métaphysique, comme Heidegger d'abord et Derrida l'ont critiqué avec raison. Donc je serais d'accord. Seulement, encore une fois, je me demande si Derrida est assez radical dans cette critique. Par exemple, disons, son style, si je ne dirais pas une méthode, son style déconstructif, me paraît encore, je ne dirais pas institutionnel, mais un style tout à fait technique, qui se veut technique. C'est-à-dire, l'institution philosophique
à mon avis, pourrait être critiqué d'un point de vue d'une sécularisation de la pensée philosophique, ce qui veut dire perte de centralité, perte de prétention, de saisir l'essentiel, etc. Or, Derrida, théoriquement, évidemment, est d'accord avec ça. Mais l'attitude déconstructrice, en tant qu'elle contient un certain talmudisme du mot, de la parole, de la tradition de la parole philosophique, etc., a encore un air, dirais-je, technique. Ce qui fait que, même en critiquant avec beaucoup de raison l'institution philosophique, parfois Derrida paraît vouloir y rester du point de vue d'une rigueur oratique même du rapport à la langue philosophique, au langage philosophique. C'est un problème parce que le risque opposé, c'est de tomber dans le journalisme, quoi. Mais c'est un risque qu'à mon avis, il faudrait courir avec conscience, évidemment, soit dans le sens cognitif, soit dans le sens moral du mot. Je ne crois pas à l'opposition entre l'institution et la non-institution. Je ne crois pas à l'opposition entre l'institution et un espace sauvage et non institutionnel. Il y a des institutions, il y a des guerres entre les institutions, il y a des contre-institutions, mais ce qui conteste une institution le fait toujours au nom d'une institution à venir ou d'une institution virtuelle ou en train de se profiler. Donc le combat est toujours intra-institutionnel d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, je revendique une certaine institutionnalité. Fatimo a dit à plusieurs reprises des choses inattaquables parce qu'elles étaient contradictoires. Il me disait, oui, Nietzsche et Heidegger, bien que ce ne soit pas la même chose, et Derrida ne serait pas d'accord. Donc il a dit deux choses contradictoires à la fois. Ensuite, il a dit, naturellement, il ne faudrait pas pousser hors de la technique et tomber dans là, il a eu encore un mot malheureux, le journalisme. Moi, je n'ai rien contre le journalisme et je ne pense pas que le choix soit entre la lecture savante et le journalisme. Je crois qu'il faut diversifier les espaces et les normes, ne renoncer ni à l'un ni à l'autre. Et simplement, c'est toujours très, très risqué, très dangereux, comme il le soupçonnait lui-même en disant, naturellement, il ne faut pas tomber de l'autre côté. Oui, là, il faut essayer de ne pas tomber dans l'un ou dans l'autre. Et ça, c'est l'objet d'une réévaluation de chaque jour, dans chaque situation, chaque texte, chaque interlocuteur. On ne parle pas devant ces machines et sous ce maquillage de Heidegger de la même manière que j'en parlerai dans un séminaire ou que j'écrirai, etc., etc. Vous êtes considéré institutionnellement, socialement comme un philosophe. Qu'est-ce que c'est pour vous un philosophe? Comment vous vous définiriez? C'est peut-être, je risquerai cette formule, quitte à tenter de la justifier après, plus tard. C'est un fou de la liberté ou un fou de la raison. Un fou de la raison. Et peut-être aussi le dernier des démocrates. Alors, je voudrais essayer de justifier cette qui peut ressembler à une boutade. Naturellement, quand on demande qu'est-ce qu'un philosophe, à la télévision, on ne peut pas, devant ces machines, avec le temps qui nous est donné, s'engager dans des débats d'école ou faire une réponse d'école. Je ne vais pas vous faire une réponse d'école. Savoir ce qu'est un philosophe aujourd'hui, naturellement, c'est, comme vous savez, l'enjeu de tous les débats qui animent ou qui déchirent la communauté philosophique aujourd'hui. Alors, une communauté philosophique qui, dans cette mesure-là, n'existe pas, ou qui existe dans la mesure où elle entretient cette conversation, cette discussion, mais elle n'existe pas dans la mesure où il n'y a en elle que dissension à ce sujet. Donc c'est une communauté paradoxale. Et comme naturellement, à votre question, êtes-vous un philosophe, je répondrai non seulement devant vous, mais devant cette prétendue ou soi-disant communauté philosophique, je m'expose au pire en disant oui ou non. C'est donc... Vous m'avez dit oui. Oui, oui, mais
c'est la communauté la plus et la moins démocratique qui soit. Précisément parce qu'elle entretient constamment la discussion au sujet de sa propre identité, de ses propres règles, la moins parce que le consensus à ce sujet est plus rare et impossible que dans n'importe quelle autre communauté humaine, sociale ou scientifique. Ce qui veut dire qu'au fond, la question de la démocratie, c'est ça que je voulais souligner, si vous voulez, le passage, c'est que à cause du fait que cette communauté est la plus et la moins démocrate qui soit, c'est là que la question de la démocratie se traite de la façon la plus intraitable. Et par conséquent, une société qui perd la conscience de cet enjeu philosophique, une société soi-disant démocratique, qui perd la conscience de cet enjeu philosophique, autrement dit, une société qui perd la philosophie, est une démocratie en danger. Voilà, je voulais dire très sérieusement ça. Une démocratie ne doit pas perdre ses philosophes, même si ce sont des gens impossibles.